Rosalba est attachée de recherche à la Bibliothèque nationale de France. Elle est docteure en musicologie de l'EPHE. Elle a consacré sa thèse à la réception de la musique de Chopin en Angleterre et a publié plusieurs articles sur la réception des pianistes musicales en France et en Angleterre. Après avoir été postdoc dans le cadre d'un projet ANR, Histoire de l'enseignement public de la musique en France au XIXe siècle, Rosalba dirige actuellement le projet Répertoire des écritures musicales du département de la musique à la BNF, un projet de reconnaissance, si j'ai bien compris, et d'identification des écritures musicales à l'aide d'outils novateurs en matière de fouille de données. Elle a coédité en 2021 un facsimilé du manuscrit autographe de Richard Strauss, 12 variations pour piano en ré majeur. Et c'est de Donizetti qu'elle va nous parler à présent, de l'atelier du compositeur et de la génétique de son œuvre musicale. Merci beaucoup. Et je remercie les organisateurs, les organisatrices de ce colloque. Je suis très heureuse de partager avec vous mes recherches sur Donizetti. Auteur de plus de 70 œuvres lyriques, d'un peu plus de 100 compositions sacrées, de 18 quatuors, 3 quintettes et 13 symphonies, d'un grand nombre de pièces pour piano et pour piano à quatre mains et d'une quantité innombrable de romances vocales de chambre, Gaetano Donizetti est l'un des compositeurs les plus féconds de son époque. L'édition critique des opéras est en cours de réalisation à l'initiative des éditions Ricordi, en collaboration avec la Fondazione Donizetti de Bergame. Ces opéras ont été publiés à ce jour. Les travaux réalisés dans ce cadre sont essentiellement guidés par une approche philologique qui vise à stabiliser le texte musical, en particulier face à la prolifération des variantes. Cette approche a une finalité différente de l'approche génétique qui, elle, on le sait, vise à reconstituer le travail du compositeur, le travail en train de se faire, la façon dont l'œuvre est produite. Pourtant, ces travaux d'ordre philologique menés en Italie ont permis d'entrer dans l'atelier de Donizetti et nous ont donné un premier aperçu de ses méthodes de travail en ce qui concerne l'opéra. Comme tous les compositeurs d'opéra en Italie, pendant la première moitié du XIXe siècle, Donizetti devait travailler dans la plus grande urgence. Les temps de production des opéras étaient en effet très très serrés. Pour donner une idée, pour un opéra qui devait aller en scène au mois de décembre, la compagnie n'était réunie que à la fin du printemps, en début de l'été. Ensuite, il fallait choisir le sujet, il fallait que le librettiste écrive son livret, il fallait que le livret soit soumis à la police pour obtenir l'autorisation de la censure. Et c'est seulement à ce moment, c'est-à-dire vers la fin du mois de septembre, que le compositeur pouvait commencer son travail. Les répétitions commençaient en novembre et la pièce, comme je l'ai dit, allait en scène en décembre. Cela laissait au compositeur un peu plus d'un mois pour produire son opéra. Donizetti témoigne de ce type de travail en urgence lorsqu'il écrit à son ami Vassili. L'auteur part le 7 janvier pour Vienne. L'opéra, Don Pasquale, lui a coûté une immense peine, 11 jours. Maintenant, à Vienne, il donnera le duel sur Richelieu, 8 jours de travail, jours comptés. Cela ne signifie pas que des œuvres comme Don Pasquale ont été composées en un peu plus d'une semaine. Le compositeur avait complété, dans ce temps très bref, ce que les spécialistes appellent une partitura scheletro, c'est-à-dire un squelette de partition. Il s'agit d'un brouillon qui comporte l'ensemble des parties vocales, l'accompagnement de la basse et éventuellement quelques annotations d'orchestration jetées ici et là. Ce brouillon était complété au cours des répétitions, quand le compositeur savait qui étaient les chanteurs qui allaient effectivement chanter, il savait quels étaient les airs et les pièces d'ensemble qui allaient effectivement être chantées, et il connaissait la tonalité, parce que je rappelle que les chanteurs pouvaient exiger du compositeur que la tonalité soit changée de manière à ce que cette tonalité colle mieux à la forme vocale du moment, du chanteur. Selon le musicologue Luca Zoppelli, pour Donizetti,
L'acte créatif, proprement dit, consistait en la rédaction de ce brouillon, car c'est là qu'il résolvait toutes les questions d'ordre dramatique et d'ordre morphologique. Tout ce qui vient après, le travail d'orchestration, le travail de composition de quelques airs secondaires et même le travail de composition de l'ouverture n'était que détail pour lui. Par ailleurs, cette rapidité de composition n'était pas seulement une imposition pratique, mais pour Donizetti, elle était une preuve de qualité esthétique de l'œuvre. En effet, il écrit à son ami Sacchero en 1844 « Tu connais ma devise, vite. On peut me critiquer, mais ce que je fais de bon a toujours été composé vite. Et souvent, les reproches de négligence se sont adressés à ceux qui m'avaient pris le plus de temps. » Pour des raisons évidentes, les études philologiques dont je parlais au début se sont concentrées sur le théâtre musical de Donizetti. La musique instrumentale, la musique religieuse occupent une place moins centrale de sa production. Ma communication aujourd'hui portera sur cette partie certes moins connue, certes moins importante de l'œuvre du compositeur, mais qui permet d'avoir un regard différent sur les mécanismes à l'œuvre dans l'acte de sa création musicale. Pour ce répertoire spécifique de Donizetti, nous avons la chance de disposer d'un grand nombre de manuscrits qui montrent les différentes temporalités de la mise en forme de ses idées sur le papier. Il nous montre quelles sont les difficultés qu'il rencontrait, il nous montre les solutions qu'il trouvait. En somme, nous avons la chance de posséder des témoins matériels de sa dynamique créatrice. Mon intérêt pour cette partie du répertoire remonte à 2020, quand j'ai été amenée à me pencher sur les manuscrits du compositeur dans le cadre d'un projet autour de la reconnaissance des écritures musicales à l'aide de l'intelligence artificielle, que je mène au département de la musique de la BNF. À l'époque, j'avais été frappée par le signalement de certains de ces manuscrits. Par exemple, la notice que vous voyez à l'écran signale 34 pièces comme des fragments et des esquisses ne pouvant pas être classés. Elle donne tout de même quelques éléments qui permettent d'identifier quelques-unes des pièces. Le signalement était parfois encore plus laconique, comme ici, où on parle de romances françaises pour la plupart inachevées et inédites. Donc, ce genre de notice m'a amené à me poser plusieurs questions. Les premières, c'est des questions d'ordre quantitatif, combien de manuscrits de Donizetti il y a à la BNF. Et d'autres questions d'ordre qualitatif, quel est leur intérêt musical et musicologique? S'agit-il d'inédits? Quel est leur intérêt génétique? Donc, s'agit-il de fragments, d'esquisses, d'autres documents de travail? Le catalogue général de la BNF indexe aujourd'hui 201 manuscrits autographes de Donizetti. Un nombre très étonnant, surtout si l'on considère, à titre de comparaison, que le département de la musique conserve 61 manuscrits autographes de Rossini et 23 de Verdi. Je rappelle que les autographes de Donizetti sont conservés un peu partout dans le monde. L'ensemble le plus important se trouve certainement à Bergame, au Museo Donizettiano, qui conserve les anciennes collections de la Civica Biblioteca Angelo Mai. D'autres manuscrits se trouvent en moindre mesure au Conservatoire de Naples. L'ensemble des autographes de la BNF représente l'un des plus importants gisements d'archives donizettiens. On peut se demander quelle est l'origine de ce vaste corpus et comment est-il entré au département de la musique? La réponse est simple, elle est fournie par les documents eux-mêmes, car plus des 2/3 d'entre eux portent une estampille qui les relie à la collection de Charles Malherbe. Charles Malherbe était un pianiste, un musicologue, un compositeur et une figure importante de la vie musicale française de la fin du XIXe siècle. Sa production musicale comprend des opéras comiques, des musiques de scène, des œuvres de musique de chambre. Il a collaboré à plusieurs journaux musicaux, comme le Ménestrel, le Guide musical, le Monde artiste. Il a écrit des ouvrages sur l'histoire du théâtre, sur les opéras de Wagner. Il fut associé à la publication de la première édition monumentale des œuvres de Rameau, publiée par Durand à partir de 1895.
À cette date, en 1895, sous la proposition de l'archiviste de l'opéra Charles Nutter, Malherbe fut nommé archiviste adjoint et il devint archiviste en chef à la mort de Nutter en 1899. Aujourd'hui, le nom de Malherbe est surtout lié à l'imposante collection de manuscrits autographes qu'il a léguée en 1912 à l'État français. Il avait constitué toute une vie durant et il avait consacré une grande partie de sa fortune personnelle. Sa collection était extrêmement renommée et sa valeur était estimée à 200 000 francs de l'époque. Selon les dispositions testamentaires de Malherbe, elles furent reparties entre les bibliothèques du conservatoire et de l'opéra. Le conservatoire devait reverser à l'opéra les ouvrages en double dont il n'avait pas l'utilité. Et en échange de ce geste, le collectionneur souhaitait se voir décerner la Légion d'honneur, qu'il n'obtiendra toutefois jamais. Les bibliothécaires Julien Tirceau du Conservatoire et Félix Barrès de l'Opéra furent chargés de rédiger un catalogue de la collection dont il ne subsiste malheureusement aucune trace. Donc le seul moyen pour relier un ouvrage à la collection de Charles Malherbe est l'estampille que vous voyez sur ce document. La collection de Malherbe constitue ce qui est aujourd'hui l'essentiel de la réserve du département de la musique. Les manuscrits les plus précieux qui constituent le cœur de la grande réserve, comme 3 fragments des cantates de Bach, plus de 40 autographes de Mozart, 75 autographes de Beethoven, une vingtaine d'esquisses d'Haydn, une trentaine de pièces de Schubert et quelques pièces isolées de Schumann, de Mendelssohn, de Chopin, de Liszt, de Berlioz, font partie de cette collection. Dans ce grand ensemble, le corpus Donizetti est sans doute l'un des plus considérables avec le Beethoven que je viens de mentionner. Son importance était notoire déjà du vivant du collectionneur. De fait, en 1897, un comité se constitua à Bergame pour organiser les célébrations du centenaire de Donizetti. Avec l'appui du gouvernement italien, ce comité fit appel à un sous-comité français qui était présidé par le chanteur Enrico Delle Sedie, qui était actif à Paris. Malherbe fut nommé secrétaire du comité et fut chargé de rédiger le catalogue de l'exposition organisée à l'occasion des festivités. Le ministre de l'Instruction publique et le directeur des Beaux-Arts ont invité les dépôts publics, en particulier les bibliothèques du Conservatoire et de l'Opéra, à prêter des documents pour l'exposition. Les éditeurs de musique, les libraires et les antiquaires furent également mis à contribution. Cependant, la section de l'exposition consacrée aux manuscrits autographes du compositeur fut presque exclusivement alimentée par la collection personnelle de Charles Malherbe. Sur 42 manuscrits exposés, 34 lui appartenaient. En constituant ce vaste corpus donizettien, Malherbe était animé de la volonté d'illustrer toutes les facettes de l'activité du compositeur. D'une part, il a rassemblé tous les genres musicaux abordés par Donizetti. Donc l'opéra, qui est représenté dans la collection par des extraits plus ou moins longs, il n'y a pas un vrai grand manuscrit d'opéra complet. La musique religieuse, les quatuors, les symphonies, des pièces instrumentales isolées pour piano, pour corps, etc. et la lyrique vocale de chambre. Malherbe a ainsi fait figure de pionnier, car il s'est intéressé à des genres comme la musique de chambre, qui, jusqu'à très récemment, ont embarrassé même les spécialistes du compositeur, car ils jugeaient cette production à la aune des œuvres de Haydn, Mozart et Beethoven, et ne retrouvaient pas la même perfection dans le développement formel. Aujourd'hui, nous savons que tout ce qui était produit, composé à cette époque-là, n'avait pas l'excellence des 3 classiques viennois qui n'étaient pas la norme, mais justement l'excellence. L'intérêt de Malherbe pour les quatuors de Donizetti était profond, car il acheta au moins une copie du quatuor en fa mineur composé en 1819, dont il possédait l'autographe dans sa collection. Malherbe s'est donc intéressé à tous les genres,
pratiqués par Donizetti, mais il s'est intéressé aussi à tous les types de manuscrits. Il a collectionné des autographes, des belles copies, il a collectionné des esquisses, et il a collectionné des brouillons et des manuscrits rejetés. Donc on a une typologie qui est très variée dans cette collection. Parmi les autographes, le groupe d'autographes qui concernent la musique religieuse n'a pas de grand intérêt du point de vue génétique parce qu'il s'agit de belles copies. Il s'agit de mises honnêtes, comme vous pouvez le voir à l'écran. Il n'y a pas ou très peu de corrections et de changements qui viennent de l'auteur. La plupart des pièces religieuses de Donizetti sont des œuvres de jeunesse, écrites lorsqu'il avait entre 16 et 20 ans. Comme tous les compositeurs d'opéra de son époque, Donizetti a appris son art en écrivant des pièces sacrées, sous la guide bienveillante de son maître, Johann Simon Mayer. Ce statut d'exercice de composition explique pourquoi le compositeur s'est efforcé d'effacer toute trace de son travail créatif. Et il ne livre dans ce source que le résultat final. La seule exception dans la collection Malherbe, c'est ce Miserere, qui est plus tardif et date de 1837. Ici, le compositeur de renom n'hésite pas à biffer ou gratter certaines mesures, à corriger, à montrer son travail. Si les manuscrits de musique religieuse présentent un intérêt limité du point de vue génétique, il en va très différemment pour la musique vocale de chambre et pour la musique instrumentale. Ici, la romance Un rêve de bonheur, sur paroles d'Émile Deschamps, n'est notée qu'en partie. Cette configuration graphique rappelle ce que les spécialistes appellent partition squelette, car seule la mélodie est entièrement notée et il n'y a que des parties d'accompagnement. Donc les 4 mesures d'introduction au piano sont notées au début et sont reprises quand la mélodie entre, mais par la suite, il n'y a que des petits morceaux et en fait, même quand la musique, quand il y a une modulation à la 5e, je ne vais pas entrer trop dans les détails de l'analyse musicale, mais il ne note même pas la modulation. Il l'a déjà dans la tête, il donne seulement une partie de la main droite. Dans cet autre exemple, la romance Amore e Morte, qui devait être publiée plus tard à Naples par l'éditeur Girard, le manuscrit est écrit de façon très synthétique, car la main gauche, l'accompagnement de piano est écrit seulement à la main gauche. Et donc, ce que nous voyons le chant et la main gauche du piano. Mais nous ne savons pas, à ce stade-là, ce que la main droite fait. Donc, cela confirme qu'il y a une prédominance de la pensée mélodique chez Donizetti. J'ai divisé la première phrase en 2 parties. Donc, dans la deuxième partie, dans le deuxième carré jaune de la première phrase, sur les paroles Nel di che fossi mia, le compositeur a initialement repris des éléments du chant, de la mélodie initiale. Il ne répète pas, dans la première série, il ne répète pas exactement la mélodie, mais il reprend seulement l'élément de tierce descendante, il le développe différemment. Alors que le deuxième exemple que j'ai souligné, les notes sont les mêmes, mais déplacées sur un temps précédent. Mais par la suite, il change d'avis, il efface tout ça. Et il décide de faire une cadence beaucoup plus dramatique avec un saut d'octave qui lui permet, lors de la reprise, de jouer sur des alternances majeures-mineures que la première version ne lui aurait absolument pas permis de faire. Il est intéressant de remarquer dans la section marquée Maggiore que cette fois, on a l'accompagnement du piano. L'accompagnement reste très simple, comme il était auparavant, mais Donizetti explicite que la main droite décline l'accord à travers des doubles croches. L'édition imprimée à Naples montre
que cette déclinaison de l'accord s'applique également à la première partie, là où on a vu que le manuscrit ne le notait pas. Et il me semble que le compositeur n'avait pas initialement pensé ce type d'accompagnement pour le début de la pièce. Sinon, il en aurait esquissé au moins une mesure, comme on a vu qu'il l'avait fait dans l'exemple que je montrais auparavant. Cela est d'autant plus vrai qu'avec une telle indication, s'il avait fait seulement les 4 premières notes, même un éditeur aurait pu décliner ces notes, car il s'agit d'une harmonie très simple. Il n'y a pas de grande modulation et un copiste averti ou un éditeur qui connaît un petit peu la musique aurait pu décliner cette musique. Encore une fois, cela veut dire que la pensée de Donizetti est dominée par la mélodie. L'harmonie, les formules d'accompagnement ne surviennent que dans un second temps. Et dans ce cas, on n'a pas le manuscrit intermédiaire qui témoigne du moment où Donizetti a ajouté cet accompagnement. Ma question était, est-ce que cette primauté de la mélodie est à l'œuvre également dans la musique instrumentale pure? La diapositive que vous voyez à l'écran rappelle l'importance de la production instrumentale du catalogue du compositeur. J'ai choisi de me concentrer sur les quatuors, dont 13 manuscrits autographes sont conservés dans la collection Malherbe. Ces œuvres datent presque toutes de la période qui va de 1817 à 1821. Seulement les 2 derniers sont plus tardifs et ont été composés respectivement en 1825 et en 1836. Comme dans le cas de la musique religieuse, nous sommes face à des œuvres de jeunesse composées à l'époque où le compositeur était l'élève de Mahler. Et elles reflètent donc l'enseignement de ce dernier dans l'esprit du classicisme viennois. C'est Mahler qui introduisit le jeune Donizetti dans le cercle d'Alessandro Bertoli, un dilettante de violon, qui organisait des soirées de musique de chambre où on exécutait le répertoire international et en particulier les classiques viennois, dont les œuvres avaient transformé le quatuor à cordes en paradigme d'écriture instrumentale recherchée. Contrairement à ce qu'a longtemps prétendu l'historiographie traditionnelle, ce type de répertoire viennois n'était pas complètement inconnu en Italie. Il était diffusé, mais dans des milieux très restreints. Donizetti eut la possibilité de fréquenter ces milieux. Il se pressait dans le salon de Bertoli, avide d'assimiler ce répertoire et de l'imiter. Nous avons des descriptions. Par exemple, celle donnée par Marco Bonesi, qui était un violoniste ami et condisciple de Donizetti. Il raconte que Donizetti se pressa un soir chez Bartoli en annonçant qu'à la prochaine réunion, il apporterait un quatuor à la Haydn. Donizetti lui-même évoque l'importance de ces soirées lorsqu'il écrit à son ami Dolci. « Je n'oublierai jamais que c'est grâce à Bertoli, donc il écrit à l'occasion de la mort de Bertoli, je n'oublierai jamais que c'est grâce à Bertoli que j'ai appris presque tous les quatuors de Haydn, Beethoven, Mozart, Reicha, etc., qui m'aidèrent par la suite à exploiter ma créativité et à concevoir un morceau de musique à partir de quelques idées. Pour le salon de Bertoli, Donizetti a composé 15 de ses 18 quatuors. C'est dans ce cadre privé que ces pièces furent conçues, jouées, connues, au moins jusqu'au milieu du XIXe siècle, quand des musiciens alors de renom, comme Luigi Arditi, Giovanni Bortesini, Antonio Bazzini, qui étaient actifs à Paris et à Londres, donnèrent ces pièces en public. Mais ces pièces restent de la house music. C'est une musique domestique qui n'était pas destinée à la publication du vivant du compositeur et qui n'a été transmise que sous forme manuscrite. Il y a quelques éditions il y a des exécutions très récentes et je ne sais pas s'il y a des éditions sérieuses. Il y a sans doute des transcriptions de ces manuscrits, mais il n'y a pas d'édition critique aujourd'hui. Les sources conservées à la BNF se présentent presque toutes sous la forme de partitions et parties. Donc la partition rassemble la musique des 4 instruments l'un sur l'autre et les parties concernent un instrument à la fois. Il faut signaler qu'en règle générale, les compositeurs ne préparaient que la partition
puis confier à des copistes cette partition pour qu'ils en fassent des parties pour que les instrumentistes puissent jouer. Dans le cas de Donizetti, son jeune âge et le cadre intime de diffusion l'ont poussé à écrire de sa main non seulement les partitions, mais souvent également les parties. Dans les partitions, nous pouvons entrevoir des traces de son travail de composition. Ici, par exemple, dans ce quatuor en Do majeur, on voit clairement que Donizetti avait écrit cette mesure, puis l'a effacée. Ce qui me semble important, c'est que tous les instruments sont écrits. C'est-à-dire, au moment où Donizetti décide d'effacer la mesure, il a déjà pensé aux 4 instruments du quatuor et pas simplement au violon et à la basse. Un autre exemple, ici, il avait voulu reproduire ce rythme qui, comme on venait de l'entendre à la main gauche, on venait de l'entendre à la basse, il veut redonner ce rythme au violoncelle, mais ensuite, donc il écrit les 3 mesures pour tous les instruments et ensuite il efface et il décide de donner le second thème du quatuor. Dans cet autre exemple, c'est justement le violoncelle qui pose problème. Au début, il décide de le laisser silencieux. Donc on a des pauses, on a des silences sur la partie du violoncelle pendant toute la première phrase. Ensuite, ce qui est effacé, Donizetti avait repris toute la mélodie de la première phrase, toute la mélodie qui est au violon, et il avait ponctué par cette modulation donnée à la basse. Mais ensuite, il décide de tout abandonner et il reprend cette première phrase qu'on a déjà entendue au début, qu'on a vu effacer. Mais ici, la partie de violoncelle est plus conventionnelle car elle reprend le même mouvement de l'alto et elle tisse un tapis sonore et la modulation disparaît complètement. Pour conclure, j'aimerais me pencher sur le cas spécial des parties. J'ai déjà fait allusion au fait que les parties peuvent être de la main de Donizetti, mais il n'est pas toujours simple de trancher, car la main de Donizetti est très difficile à lire, aussi bien la main littéraire que la main musicale. Dans des rares cas, comme celui que vous voyez à l'écran, c'est très clair, c'est un copiste qui a fait les copies, et donc il n'y a pas de correction dans cette copie, il n'y a pas d'intervention d'une autre main, elle n'est pas intéressante pour tout ce qui est les enjeux génétiques. Ici, c'est beaucoup plus complexe, je n'ai pas le temps pour détailler tous les éléments qui pourraient nous faire pencher, que ce soit la main de Donizetti ou pas, alors que là, c'est clairement Donizetti qui recopie la partie. Si j'insiste autant sur ces questions d'identification des scripteurs, c'est que cette question peut avoir des enjeux génétiques. En effet, ces sources, les parties, ne se limitent pas à dupliquer la partition pour en fournir une belle copie sur laquelle les instrumentistes peuvent jouer. Elles apportent des petits changements, des modifications, que ce soit dans le rythme, dans la logique, voire dans les notes. Il peut y avoir des variantes mélodiques. Donc, dans ce quatuor-là, par exemple, on voit que la partie de violon rajoute la dynamique, le piano, et rajoute des notes d'agrément. Ici, encore une fois, ces agréments-là, ils pouvaient être laissés à l'époque baroque, on laissait aux instrumentistes la possibilité d'en rajouter, mais au XIXe siècle, on est de plus en plus prescriptif, et donc Donizetti note ce qu'il veut dans la partie. Ici, la partition n'indique pas le piano, alors que la partie nous indique non seulement piano, mais il nous indique que les si doivent être détachés. Donc, le piano et le détaché. Donc, c'est l'articulation musicale. Il peut y avoir des changements de rythme, comme ici. Là, on avait une noire, blanche, noire, et dans la partie de violon, ça se transforme en 2 noirs, un silence, une autre noire. Le résultat sonore, il n'est pas si différent parce que la note
en fait, ça change un peu parce que c'est tenu, mais comme les notes sont détachées, ça va donner une chose un peu différente. Mais les notes, dans ce cas, sont les mêmes. Alors que ici, il élimine ce La et, il élimine le Sol qui conclut le La dans la partie des violons, alors que dans toutes les autres parties, il laisse ce mouvement descendant. Enfin, cet exemple me semble très intéressant parce que dans la partition, il avait employé un signe de répétition de la mesure, mais dans la partie, il explicite que la gamme descendante, elle doit être la première fois détachée, la deuxième fois liée. Et mon dernier exemple, ici, il y a une véritable variante mélodique car les notes sont complètement différentes. Ces exemples montrent clairement que Donizetti continuait à perfectionner, réviser, travailler en recopiant sa musique. Son processus de composition était laborieux, ne se fixait pas au moment où la musique était mise pour la première fois sur le papier. On retrouve donc un reflet du perfectionnisme dont il fera preuve après en tant que compositeur d'opéra. On le retrouve également dans ses quatuors de jeunesse, qu'il s'efforce de réviser, de corriger sans cesse. Ces exemples montrent également que la suprématie de l'élément vocal, elle est présente, mais elle n'est pas aussi nette qu'elle le sera par la suite. Dans cette partition, nous voyons les taches d'encre qui peuvent concerner soit les parties intermédiaires, soit la basse, soit le violon. Et donc cela montre qu'il retravaille un petit peu tous les instruments. On pourrait presque en conclure que le genre musical définit, influence sa façon de penser. Je vous remercie.